30 millions, ça serait apparemment le budget estimé pour chaque épisode de la saison 4 de Stranger Things. Une des séries phares de Netflix imaginée par deux mecs, les frères Duffer. Ayant grandi en Caroline du Nord, ils ont été biberonnés par des grands noms, Spielberg, John Carpenter ou encore Stephen King. Après avoir sorti quelques films n'ayant pas rencontré énormément de succès, et avoir un peu travaillé aux côtés de M. Night Shyamalan sur la série Wayward Pines, c'est imprononçable, je crois que j'ai besoin d'un Besquerel. Il décide de réaliser un gros morceau, une œuvre mêlant horreur et fiction, et tout ça dans un univers se déroulant dans les années 80. On pourrait ainsi trouver énormément de références de l'époque, Donjons et Dragons, Les Dents de la Mer, Freddy, bref. Le problème c'est qu'aucun studio n'est intéressé, mis à part un, Netflix. Alors en plein développement et cherchant à créer plus de programmes originaux suite à House of Cards et Orange is the New Black, ils acceptent. Et ils vont même donner une liberté créative quasi totale aux frères Duffer. Tout ça accompagné d'un casting aux petits oignons, et voilà que la série sort le 15 juillet 2016. Au fur et à mesure, celle-ci développera une aura quasi culte, et alors que la saison finale approche à grands pas, j'ai décidé moi aussi de monter dans le train de la hype, et de voir par moi-même si la série vaut vraiment le coup. Alors let's go, on est parti pour la découverte / rétrospective complète de Stranger Things. La série commence en 1983 en pleine partie de Donjons et Dragons, parce que les années 80, et on y découvre nos personnages, une bande de potes un peu geeks sur les bords mais surtout très soudés. Alors que tout le monde rentre chez soi, Will se fait attaquer par une mystérieuse silhouette et disparaît. Mais genre c'est pas une métaphore pour dire qu'il est mort, hein. Il a vraiment disparu pour le coup, il est plus là. En tout cas, le lendemain, ses potes, Dustin, Lucas et Mike, commencent à paniquer. De son côté, la maman de Will, interprétée par la grotesque, la charmante, l'excellente Winona Ryder, signale la disparition de son fils au chef de la police, j'ai nommé Jim Hooper, qui, ayant lui perdu sa fille des suites d'un cancer, fait une affaire personnelle de cette histoire. Notre bande de potes part alors dans une forêt pour retrouver Will, mais tombe nez à nez avec une fille. Il la ramène chez Mike et on découvre qu'en fait c'est un cobaye tout droit sorti du laboratoire du coin. Que par conséquent, on a fait plein d'expériences sur elle, qu'elle a réussi à s'enfuir et qu'elle a des pouvoirs de télékinésie. Les garçons décident de lui faire confiance, convaincus que 11, oui c'est son nom, pourrait les aider à retrouver leur ami disparu. Nancy, c'est la sœur de Will, elle sort avec un mec, Steve Harrington, vous savez, le cliché du mec footballeur dans les séries américaines. Oui, bah, à peu de choses près, c'est à peu près ce type de personnage. Bref, Steve va organiser une soirée chez lui, va inviter sa meuf Nancy, qui elle va inviter sa pote. Vous savez le cliché de la meuf timide et coincée? Ouais, bah, à peu de choses près, c'est ce type de personnage. Pendant cette soirée, Jonathan, le frère de Will, a décidé de prendre des photos en cachette et va sans faire exprès assister à la disparition de la pote de Nancy. Et tout ça en observant une mystérieuse silhouette tapie dans l'ombre. Joyce reçoit un appel de Will qui est toujours vivant, puis un truc tente de sortir de son mur pour juste après disparaître. Elle en déduit que son fils essaye de communiquer avec de l'électricité, il faut alors des ampoules plein la maison parce que... De son côté, Nancy commence à pas mal s'inquiéter concernant la disparition de sa pote et fait équipe avec Jonathan qui a pris des photos de la créature. Ils veulent tous les deux retrouver une personne qui leur est chère, son petit frère pour l'un, sa meilleure amie pour l'autre. Malheureusement, notre bande de potes assiste peu après à une scène archi choquante. Will est retrouvé, mais il est mort tout au fond d'un lac. Hooper n'y croit pas une seule seconde, s'introduit dans la morgue et découvre que le cadavre de Will est un faux. Et que par conséquent, tout ça n'est qu'un énorme complot. Il s'introduit ensuite dans le laboratoire de la ville mais se fait tabasser. Et en se réveillant chez lui, découvre qu'il a été mis sur écoute. Donc c'est un peu la merde. Jonathan et Nancy découvrent dans les bois une sorte de mini portail et en y entrant, on arrive dans un autre monde. Le monde à l'envers, sorte de dimension parallèle à la nôtre. C'est ici que sont retenus Will et l'autre là, j'ai plus son nom. Joyce et Hooper vont ensuite faire la rencontre d'une femme qui aurait servi de cobaye pour le laboratoire de la ville dans les années 50. Et que ça aurait aussi été le cas pour son enfant. On comprend alors que sa fille c'est en réalité 11. 11 qui nous révèle en fait que si le monstre arrive à entrer dans notre dimension, c'est un peu de sa faute puisque les mecs du labo lui ont demandé de rentrer en contact avec et elle a paniqué donc il a spawn. D'ailleurs le labo l'a retrouvé donc c'est un peu la D mais tous les persos se sont réunis et ont préparé une sorte de bain pour qu'elle puisse utiliser ses pouvoirs de télépathie et ainsi chercher les personnes ayant disparu dans le monde à l'envers. Elle va le faire, on va découvrir que la pote de Nancy est morte mais que Will lui est toujours vivant. Bref, en gros Hooper va faire un marché avec le labo, il leur dit où se situe 11 et en échange il laisse notre bande de geeks préférés tranquille. Lui et Joyce rentrent dans le monde à l'envers par le biais du laboratoire, retrouvent l'enfant et arrivent à se barrer. Bravo. De leur côté les gamins se font attaquer par le monstre appelé Démogorgon mais 11 réussit à s'en débarrasser avec ses pouvoirs avant de disparaître avec lui de manière très mystérieuse. Et puis tout est bien qui finit bien. Will est maintenant de retour dans le monde réel, se remet doucement et ensuite on a une ellipse. On est en plein Noël, tout le monde est content, passe un bon moment, on ouvre des cadeaux, passe du temps en famille, crache des limaces cosmiques par la bouche et bien sûr on mange un bon repas. Alors, par où commencer? Bah pour une première saison c'est plutôt cool, c'est-à-dire que même moi, l'aigri ultime qui n'aime pas les séries, j'ai trouvé ça chouette. C'est bien filmé, bien mis en scène, les OST sont cool, blablabla, bref c'est good, la saison est clean, j'ai sincèrement bien aimé, j'ai pas énormément de trucs à lui reprocher, mais... j'en ai quelques-uns quand même. Déjà même si j'en reparlerai juste après, le fanservice. La série se déroule dans les années 80, par conséquent on a énormément de références au contenu et aux œuvres de cette époque. Cinéma, jeux de société, la décoration intérieure je suppose. Et autant je trouve que 90% du temps ça rend bien, c'est discret et ça fait plaisir. Autant parfois je trouve qu'ils en font peut-être un peu trop. Et là je pense notamment aux posters dans les chambres. Alors je sais que c'est des enfants un peu geeks sur les bords etc. Mais là où j'ai du mal c'est au niveau de la subtilité. Là où toutes les autres rêves marchent c'est parce qu'on sent que ça fait partie de cet univers très années 80. C'est subtil,
Alors que ce putain de poster d'Evil Dead là, je n'en peux plus. On a vraiment l'impression que les réals sont dans notre dos en train de nous tapoter l'épaule pour nous dire: eh mec, t'as vu le poster d'Evil Dead et The Thing? T'as vu comment nous aussi on est fans des années 80 et des films d'horreur? Bah oui, à vrai dire, j'ai remarqué aux inspirations, les gars, vous êtes pas spécialement obligés de me les expliquer comme si j'étais débile, hein? Mais encore ça, c'est vraiment un défaut de merde, hein. J'ai été le chercher celui-là, tout comme le prochain d'ailleurs. Alors la réalisation est très cool, comme je l'ai dit tout à l'heure, bonne mise en scène, bel éclairage, etc. Mais je sais pas si ça vient des réglages de ma télé ou je ne sais quelle option farfelue. Mais des fois je me retrouve avec un étalonnage juste immonde. Alors des fois ça va, hein, mais il y a d'autres fois on a l'impression qu'ils ont foutu un espèce de filtre bleu et orangé qui rend juste pas bien. Et encore une fois ça va, c'est juste des petits défauts, ça m'a pas gâché mon visionnage pour autant. Par contre, et ce serait le dernier reproche que je ferais, je suis un peu déçu du combat final contre le Démogorgon et même de celui-ci à proprement parler. Pour ce qui est du combat et de son entrée en scène, c'est très cool, mais je trouve que c'est quand même vite expédié. Et puis les lumières qui clignotent là, bon, ça rend juste la scène illisible, on comprend rien à ce qui se passe. Mais surtout, oh mais vous aviez 10 000 occasions de le faire en effet pratique. Mais non mais en fait, je comprends qu'il soit fait en CGI, surtout dans les scènes où il doit être ultra agressif et dynamique. Mais pour ce qui est de celles où il est plus lent ou alors où on a des gros plans, franchement ça aurait été 1000 fois plus réaliste avec un animatronique ou un mec en costume. Parce que encore une fois, le monstre et son design sont vraiment cool, hein. Mais sur les gros plans, sa peau est tellement lisse qu'on n'y croit pas une seule seconde et c'est trop dommage. Mais si comme moi vous êtes fan de films d'horreur, les inspirations de la série elles vous auront pas échappé. Stranger Things puise les siennes dans les longs métrages horrifiques des années 80 et dans les livres du même type. Avec notamment la police d'écriture venant tout droit d'un des romans de Stephen King, mais aussi rien qu'avec le nom des épisodes. Des chapitres dont les titres semblent tout droit sortis d'un roman Chair de poule. D'ailleurs, faudrait que je fasse une vidéo sur Chair de poule, un de ces quatre, je sais pas comment je vais m'y prendre, mais un jour je le ferai. Ou bien encore des tonnes et des tonnes de références au cinéma, comme avec Freddy qui sort du mur, les cocons du monde à l'envers qui ne sont pas sans me rappeler ceux de Body Snatchers, ou encore les œufs d'Alien, hein, toujours dans le monde à l'envers. On a aussi une ref évidente au Club des ratés dans ça, ou avec même le pacte de sang de Nancy et Jonathan, ou bien encore des backrooms. Ah non, ça c'est arrivé après. Il y a aussi cette vibe très série B d'horreur des 80s avec ses relations un peu clichés entre les personnages, genre t'as embrassé ma meuf, je vais te péter la gueule, ou encore une bande de potes soudés face à un mystère qui va s'engueuler puis se réconcilier pour finalement s'unir face à une menace. Et mine de rien, on s'y attache à tous ces personnages. Les gamins qui me rappellent pas mal de souvenirs du collège, hein, j'ai l'impression de me revoir avec ma bande de potes à l'époque. Ah, les après-midi à jouer à la play, faire des cities, tabasser des pédophiles ou encore s'échanger des cartes Pokémon. Oh, ça me manque tellement. Pareil pour Nancy et Jonathan, hein, on s'attache à eux, on a envie de les voir retrouver leurs proches. Idem pour Hopper, hein, si au début on se dit que c'est juste un flic random qui branle rien de sa journée, on se rend finalement compte qu'il est torturé par la mort de sa fille et qu'il a en fait un grand cœur. Bon, par contre, on va quand même falloir m'expliquer à quel moment le mec s'est introduit dans des labos et des morgues et s'en sort comme si de rien n'était, mais soit. Mais s'il y a bien une chose par-dessus tout qui m'a poussé à commencer cette série, c'est bien sûr sa mythologie, l'univers qu'elle essaye de créer. Et clairement, j'aime plutôt bien ce que cette première saison essaye de me proposer. On nous montre simplement une petite ville des États-Unis, Hawkins, une ville tout ce qu'il y a de plus normal, hein, si ce n'est la présence d'un putain de laboratoire faisant des recherches très space. Laboratoire ayant ouvert un portail vers un autre monde, une autre dimension, le monde à l'envers. On sait pas grand chose à son sujet, mis à part que cette terre est parallèle à la nôtre, et qu'à l'intérieur vit un monstre, le Démogorgon, une créature nerveuse, agressive, et ayant pour capacité de pouvoir créer des portails lui servant à voyager entre nos deux dimensions. Portails temporaires qui se referment au bout d'un moment. C'est notamment le cas de celui trouvé par Nancy et Jonathan dans la forêt. En gros, le Démogorgon entre dans notre dimension, capture quelqu'un, ramène la personne dans le monde à l'envers, et après, bah écoute, bon appétit frérot, régale-toi. On finira néanmoins par se faire arracher par 11 qui disparaîtra mystérieusement avec, laissant alors le spectateur avec plein de questions. Débute alors la saison 2, plaçant ces événements à peu près un an après la première, donc en 84, et tout ça pendant la période d'Halloween. Notre bande de geeks, alors dans une salle d'arcade, est totalement choquée du score d'un utilisateur qui aurait apparemment fait une perf de malade mental. Mais hop là, soudain, Will a un problème, il se retrouve pendant une fraction de seconde dans le monde à l'envers, où il y voit une silhouette dans les nuages. Le lendemain, en cours, une nouvelle élève arrive dans la classe, Maxine. Non, c'est pas elle. Et vous vous en doutez, mais c'est elle le fameux joueur trop fort de la salle d'arcade. Du coup, bien sûr que Lucas et Dustin vont tomber amoureux d'elle. Par contre, de son côté, Will commence à avoir de plus en plus d'hallucinations liées au monde à l'envers, ce qui oblige sa mère et Jim à l'emmener au laboratoire de la ville afin d'être suivi. On découvre juste après que 11 a été recueilli par Hooper, qui la traite et l'élève comme si c'était sa propre fille, mais qu'elle n'a pour l'instant pas le droit de sortir car c'est trop risqué. Nancy, complètement bourrée, va quitter Steve car elle considère que la mort de sa pote dans la saison précédente est entièrement de leur faute à tous les deux. Sauf que c'est la nuit d'Halloween, le groupe va donc chercher des bonbons, rejoint par Max, mais une fois encore, Will se retrouve dans le monde à l'envers, où il se fait pourchasser par un nouveau monstre, le flagelleur mental, avant de reprendre ses esprits et de se faire ramener chez lui par Mike. En rentrant chez lui, Dustin trouve un espèce de lézard inconnu dans sa poubelle et va se nouer d'affection pour lui, jusqu'à même lui donner le surnom de D'Artagnan, et j'arrive pas à croire que je viens de prononcer cette phrase, mon dieu. Tout le groupe l'examine, en conclut qu'il vient du monde à l'envers, sauf qu'étant donné que Dustin est trop attaché à lui, il décide de le planquer dans sa chambre. Nancy et Jonathan vont se retrouver au laboratoire de la ville, où des scientifiques vont leur montrer un énorme portail menant au monde à l'envers, et où on va leur dire que la mort de Barbara dans la saison 1 c'était bel et bien de leur faute. Pas de la faute aux scientifiques, hein, et pas de chance pour eux, Nancy a enregistré toute la conversation, et on a maintenant des preuves. Elle et Jonathan vont donc voir un espèce de complotiste chelou, Murray, qui va lui-même se charger de faire fuiter l'enregistrement audio, tout en prenant soin de mentir pour que l'histoire de la mort de Barbara soit plus crédible aux yeux du public. Ils vont donc faire croire que tout ça serait dû à des espèces de toxines, enfin bref c'est un peu compliqué, mais suite à ça Nancy et Jonathan vont bien se rapprocher. Dustin va alors se rendre compte que son nouveau pote lézard est en réalité un bébé démogorgon, qui grandit à une allure complètement folle et qu'il a bouffé le chat.
Oh merde. Patatras, le monstre s'échappe dans la nature, donc Steve et Dustin partent ensemble pour le traquer. Pendant ce temps, on se retrouve sa mère avec qui elle échange des visions, puis part à Chicago où elle y rencontre une autre victime du laboratoire, cette fois le numéro 8. Celle-ci ayant le pouvoir de donner des illusions à qui elle veut. Et alors, comment expliquer ça simplement? Pour faire simple, sous la ville de Hawkins se trouvent des espèces de tunnels. Ces tunnels sont créés par le flagelleur mental et ont pour fonction d'être une sorte d'extension du monde à l'envers dans notre monde à nous. Pour illustrer, on pourrait voir ça comme une sorte de pourriture. Ici, imaginez que la banane c'est la ville d'Hawkins et la pourriture le monde à l'envers, essayant de contaminer notre monde à nous pour étendre son territoire. Et donc, en gros, étant donné que dans la saison 1, Will est resté longtemps dans le monde à l'envers, et ben il est connecté à ce dernier, et le flagelleur mental se sert du coup de l'enfant comme d'un espion. Il agit comme un virus en lui, pouvant le manipuler aussi bien physiquement que mentalement. Dustin et Steve, entre-temps rejoints par Lucas et Max, décident de piéger le Démogorgon, mais se rendent vite compte qu'il y en a en réalité énormément. Ils se font attaquer, mais soudain tous les démo-chiens, oui en gros c'est un jeu de mots avec... Bref, tous les monstres se barrent et attaquent le laboratoire où se trouvent Hooper, Joyce, Will et Mike. Bon, pour faire simple, tout le monde va se réunir chez Joyce, y compris 11 qui fait son grand retour. Mais maintenant, on a un plan. Le flagelleur mental déteste la chaleur, donc étant donné qu'il a infecté le corps de Will, ils l'ont foutu dans une salle qu'ils ont limite transformée en sauna dans le but de le faire dégager du corps de l'enfant, ce qui va fonctionner. De leur côté, Hooper et 11 sont partis au laboratoire pour qu'à l'aide de ses pouvoirs, elle referme le portail. Enfin, tout ça n'aurait jamais été possible sans NordVPN, sans l'intervention de Steve et des enfants qui ont foutu le feu au tunnel de tout à l'heure, ce qui a permis de faire diversion. La saison se termine un mois plus tard pendant le bal de promo où tout le monde danse. Lucas avec Max, Mike avec 11 qui a entre-temps obtenu un vrai certificat de naissance, donc plus besoin de se cacher, et évidemment Dustin qui danse avec Nancy. Bro a littéralement géré la sœur de son pote et on est tous admiratifs devant une telle prouesse. Bravo à toi. D'un point de vue technique, cette saison 2 est bien plus complète que la précédente, c'est bien mieux filmé avec des plans plutôt jolis, où les couleurs ont un rôle assez important, genre lui ou encore lui. Eh ben on mange bien. J'ai aussi l'impression qu'on a perdu l'espèce de filtre bleu et orange dont je parlais tout à l'heure, pour mon plus grand plaisir. Même si on peut quand même regretter certains effets dégueulasses comme celui pendant la vision qu'a 11 avec sa mère, là j'ai envie de gerber globalement. Niveau montage, là encore on a du progrès et c'est beaucoup mieux, ça rajoute pas mal de tension à certains moments. Et pour finir, le sound design et les transitions ont aussi pris du niveau, mais surtout ce que j'ai observé c'est le léger changement de ton depuis la première saison. Ici, même si on reste toujours sur de l'horreur et du mystère, on remarque que l'action a une place beaucoup plus importante dans l'intrigue. On part chasser du Démogorgon, on crame des réseaux de tunnels du monde à l'envers, et tout ça sans oublier le côté angoissant de la série, avec l'extraction du flagelleur mental du corps de Will littéralement filmé comme un exorcisme, ou encore la croissance du Démogorgon qui passe une petite boule d'écaille à un énorme monstre travaillant en meute et se nourrissant d'êtres humains. Ici encore les personnages sont assez cool, c'est peut-être un peu dommage que Mike soit aussi peu présent, mais ça nous permet en contrepartie de nous intéresser aux persos secondaires comme Dustin qui est clairement le MVP de la saison, mais aussi à Maxine, fraîchement arrivé de Californie avec son demi-frère suite au mariage de leurs deux parents. Billy se révèle être assez toxique et violent pour ne pas dire complètement taré, on le voit à plusieurs reprises insulter et menacer sa sœur, et raciste à essayer d'écraser la bande en voiture. Bon, on a vu grand frère plus responsable. En gros, c'est un peu le deuxième antagoniste de la saison avec le flagelleur mental, et ça on le remarque dans sa relation avec Steve. Il le voit comme un concurrent direct, une sorte de roi qu'il faudrait prendre sa couronne, alors que Steve, il s'en bat la race. Bref, Billy est une menace qui dans le dernier épisode de la saison se verra ridiculisée, non pas par Steve parce qu'il s'est fait arracher, mais bien par sa sœur, pourtant la première à subir ses ravages. Côté mythologie, on a des nouveaux éléments, avec comme on l'a vu plus tôt, des tunnels du monde à l'envers servant d'expansion à ce dernier pour essayer de conquérir notre réalité. Mais on a aussi découvert une nouvelle espèce avec les démo-chiens. Enfin non, pas vraiment. Puisqu'en réalité, il s'agit pas d'une autre race, mais bien d'un véritable démogorgon n'ayant tout simplement pas encore atteint l'âge adulte. On comprend alors que le monstre, un peu à la manière d'un papillon ou d'un xénomorphe, passe par plusieurs stades avant de devenir adulte. Ici en l'occurrence, il y en a 5, la larve, le polywog, et me demandez pas, j'ai la flemme de chercher une traduction, le frogogorgon, le catogorgon, le démodog et enfin le démogorgon. Ici ils obéissent tous à une entité supérieure, le flagelleur mental. Là où la première saison de Stranger Things était plus portée vers de l'horreur à notre échelle, la deuxième fait quant à elle un pas dans l'horreur cosmique et plus particulièrement Lovecraftien. En témoigne le flagelleur qui est un exemple parfait à mi-chemin entre Cthulhu et Nyarlathotep, mais c'est bon, toujours plus compliqué les noms là. Le flagelleur mental ou Mindflayer en VO, c'est comme je l'ai dit une entité surnaturelle cosmique ayant pour objectif d'étendre son empire, donc le monde à l'envers, dans notre réalité. D'où l'utilisation des tunnels et évidemment il se sert de Will comme d'un espion histoire de se tenir informé des agissements du héros. Des héros. Et de par la même occasion pouvoir coordonner son utilisation des démo-chiens. Et des parallèles aux créatures de Lovecraft, on peut en faire vraiment énormément. À la manière d'un Cthulhu, les deux sont énormes et quasi incompréhensibles pour l'esprit humain. Le flagelleur se sert de Will comme d'un pantin, là où Cthulhu utilise l'esprit des hommes faibles pour y glisser de la folie et des pulsions totalement destructrices. Mais Cthulhu, c'est pas la seule divinité fictive ayant inspiré le flagelleur, puisque comme je l'ai dit, on y retrouve pas mal de similitudes avec Nyarlathotep. Aussi surnommé Chaos rampant, on parle là d'une entité malicieuse, manipulatrice, mais surtout proche de l'esprit de l'homme. Lui, son délire, c'est de prendre forme humaine pour manipuler des foules entières afin de foutre le bordel. Il agit aussi comme messager d'entités encore supérieures, notamment comme Asathoth, le sultan des démons, ou Yog-Sothoth, le maître de l'espace-temps. Le hasard a d'ailleurs voulu que je décide de commencer Stranger Things en même temps que je découvrais Bloodborne, donc autant dire que l'horreur cosmique, j'en ai beaucoup bouffé.
La saison 3 commence alors pendant l'été 1985 et un peu de contexte s'impose. 11 et Mike sortent ensemble, Lucas sort avec Maxine, Jonathan et Nancy sortent eux aussi ensemble et ont décroché un job d'été dans le journal de la ville. Quant à Steve, lui, il travaille en tant que vendeur de glace dans le nouveau centre commercial de Hawkins avec sa collègue Robin, dont l'actrice n'est nulle autre que la fille de la légendaire Uma Thurman, à peine une de mes actrices préférées, donc pas mal. Alors de retour de vacances, Dustin intercepte un message russe assez bizarre, il va rejoindre Steve et Robin et à trois vont réussir à le décoder pour ensuite réaliser que sous le centre commercial où il travaille se trouve en fait une base souterraine contrôlée par les Russes. Leur but, réouvrir le portail menant au monde à l'envers ayant été fermé par 11 à la fin de la dernière saison. Nos trois héros vont donc avoir une excellente idée, s'y introduire. Pendant ce temps, Billy, le frère de Maxine, se fait posséder par le flagelleur mental, un peu à la manière de Will autrefois. Sauf que maintenant, le but de l'entité a changé. Il prend le contrôle de plein de gens, se créant ainsi une armée, et cette armée va se sacrifier petit à petit afin de lui permettre de prendre forme dans le monde réel. De leur côté, Joyce et Hooper retournent dans les ruines de l'ancien laboratoire de la ville, mais le chef de la police se fait tabasser par une version témue du Terminator, et plus tard tombe sur des scientifiques russes. Il en kidnappe un et l'emmène voir Murray, le complotiste de la saison précédente, le seul à pouvoir lui aussi parler russe. Alexei, oui c'est son petit nom, leur révèle alors tout pour la simple et bonne raison que s'il retourne au labo, il va passer pour un traître auprès de ses collègues. Il va donc parler du portail à Hooper, Joyce et Murray et carrément leur refiler les plans du labo. Sauf que c'est la merde du côté de Steve et les autres. Dustin arrive à se barrer, mais Robin et Steve se font choper par les Russes qui les droguent et les torturent, je suppose. Heureusement, Dustin les sauve et ils réussissent tous à remonter à la surface. Nancy et Jonathan, eux, se rendent à l'hôpital histoire de retrouver une grand-mère possédée par le flagelleur mental, mais se font piéger par ce dernier qui envoie deux de ses pantins pour leur casser la gueule. Finalement, les marionnettes du flagelleur vont fusionner et donner naissance à un monstre beaucoup trop stylé qui va se faire exploser encore une fois par 11. Tous nos personnages se réunissent au centre commercial et mettent au point un plan. Ah oui, et entre temps, Alexei s'est fait tuer, hein. Si, je vous jure, il y a un personnage qui est mort dans Stranger Things et même moi j'ai eu du mal à le croire. Mais bref, Joyce, Hooper et Murray infiltrent la base russe de tout à l'heure, réussissent à fermer le portail, mais malheureusement le GOAT tue le Terminator Echo Plus, mais meurt dans une explosion. Ah putain, 2 en une saison quand même. Hein. Et tout ça pendant que les enfants se battent contre le flagelleur mental de retour dans une nouvelle forme, sauf que 11 n'arrive plus à utiliser ses pouvoirs. C'est horrible comme nom, flagelleur mental. C'est vraiment imprononçable. Bon, en réalité, Billy retrouve ses esprits, se sacrifie et le flagelleur retourne au lobby. Et 3 mois plus tard, Joyce, Jonathan, Will et 11 déménagent pour démarrer une nouvelle vie. Tout le monde leur dit au revoir, c'est grave triste, j'ai moi-même failli pleurer 12 fois. Et on a bien sûr une dernière scène dans une base russe où on découvre que ces derniers ont réussi à capturer un démogorgon alors retenu en captivité. Et c'est ainsi que se termine cette saison 3 de Stranger Things. Y'a pas à dire, c'est clairement une grosse saison. Bon, je vais pas faire que de me répéter, mais oui, globalement, c'est encore plus beau, encore mieux rythmé, encore mieux mis en scène et encore mieux monté. Bref, voilà, c'est dit. Très bonne saison, pas ma préférée, mais très quali quand même. Bon, après, il y a quand même 2 ou 3 trucs dont je suis vraiment pas fan, hein, notamment tout l'arc avec Steve, Dustin et Robin dans la base russe. La vache! Tu l'as eu? T'as gagné un combat! J'aime bien comment tout ça débute avec l'espèce de théorie du complot slash chasse au trésor dans le centre commercial, et à partir du moment où ils arrivent dans l'installation militaire, je n'y crois plus une seule seconde, je suis désolé. Je veux dire, dans la série, il y a toujours eu ce côté un peu surréaliste et pas trop prise de tête, mais bon là quand même, on est plus très loin du cartoon. Pareil pour le Terminator de Wish, hein, putain mais ça... Enfin, vous êtes sérieux les gars, MDR? Enfin, on a compris que vous êtes fan des années 80, vous êtes pas obligé de littéralement copier-coller le même perso dans votre série, hein, c'est... Enfin, je sais pas, c'est comme si j'étais un gros réalisateur français et que je me mettais à copier tout ce que je voyais dans un film, c'est... Enfin, faudrait quand même être un sacré gros fils de pute. Mais après, mis à part ça, franchement, c'est clean, on développe des nouveaux sujets comme l'adolescence, les relations amoureuses, le sexisme dans le monde du travail ou encore les difficultés qu'on rencontre dans la vie active, hein. Enfin, que des trucs que je connais pas étant donné que je suis youtubeur, hein. Côté horreur, j'ai l'impression que cette saison délaisse beaucoup plus le délire Lovecraftien et cosmique pour se concentrer sur d'autres choses, et c'est pas pour me déplaire. Puisque cette fois, on a vraiment une vibe très body horror, avec notamment des rats qui explosent, des corps qui se liquéfient pour en créer un autre. Les monstres non plus ne sont pas sans rappeler la mouche de Cronenberg ou encore la chose de Carpenter, et bien sûr la fameuse scène où évidemment on se retrouve avec une vilaine bébête dans son corps, venant ensuite ajouter Jonathan qui essaie de s'en débarrasser d'une manière un peu graphique. Mais s'il y a bien une inspiration qui se ressent ici, c'est bien celle de ce bon vieux Hellraiser. Explorers in the further regions of experience, demons to some, angels to others. Impossible de ne pas voir le parallèle entre Julia qui sacrifie des vies humaines pour permettre à Frank de se créer un nouveau corps, avec Billy qui, possédé par le flagelleur, crée une armée destinée à servir de simple enveloppe pour permettre à notre entité de prendre forme dans notre réalité. Dans les deux cas, la chair joue un rôle ultra important. Et est-ce que vous saviez que certains crabes étaient capables de monter en haut des palmiers pour voler des noix de coco? Impressionnant. On retrouve d'ailleurs ici l'influence d'une de mes sagas préférées, celle des Body Snatchers. Faut savoir qu'à la base, tout vient d'un roman de Jack Finn, je sais pas comment ça se prononce, mais toujours est-il que celui-ci aura le droit à plusieurs adaptations au cinéma, et honnêtement, elles sont toutes très quali. Sauf celle-là. Globalement, le concept est assez simple, on y suit une invasion extraterrestre, mais pas comme les autres. Puisqu'ici, les humains vont progressivement être remplacés par des clones dénués d'émotions. So, where are you gonna go? Where are you gonna run? Where are you gonna hide? Nowhere. 'Cause there's no one like you.
On se retrouve donc avec des films très portés sur de l'horreur paranoïaque. Ici on ne peut compter sur personne, chaque être humain est susceptible d'être un alien. Et ce qui est ultra intéressant, c'est que chaque opus reflète la peur de son époque, que ce soit la peur de la perte d'identité ou du communisme, celle de la paranoïa post-Vietnam, la peur de l'armée ou encore celle des virus. Bref, si vous avez pas vu, foncez, c'est clairement une valeur sûre, sauf celui-là. Non, celui-là, faut... Non. Enfin bon, cette saison coche quasiment tous les codes du film de Body Snatchers. La population Dawkins qui petit à petit est remplacée par des clones contrôlés par le flagelleur. Les clones en question imitent tellement bien l'être humain qu'il est au début très difficile de différencier le réel de l'imposteur. Bon, après, je trouve que c'est quand même dommage que la série ne fasse qu'effleurer ce sous-genre, hein, parce que croyez-moi, on aurait pu aller bien plus loin. Avec par exemple un membre de la bande qui se serait fait contaminer, on aurait pu apporter comme avec les films énormément de paranoïa, ça aurait été complètement ouf, mais bon, la série n'a pas voulu et ça me rend très triste. On est maintenant en 1986 où on suit 11 dans son nouveau lycée et de toute évidence elle se fait harceler. À Hawkins, toute la bande a été plus ou moins séparée, hein. Lucas rejoint l'équipe de basket du lycée, Max, encore traumatisé de la mort de Billy, préfère rester seul et Mike et Dustin eux ont rejoint le club Hellfire où ils organisent régulièrement des games de Donjons et Dragons. Et tout ça avec le chef de la bande, Eddie. Sauf que lui, histoire de se faire un peu de thune, il vend de la farine à des lycéennes et plus particulièrement à la copine de Jason, le capitaine de l'équipe de basket, autant dire qu'il faut pas le faire chier. Seulement Eddie sera témoin de la mort de l'étudiante, mort extrêmement bizarre qui va du coup le placer en tant que suspect numéro 1 sur l'affaire. Le groupe va se réunir, le retrouver et il va tout leur expliquer en détail. On a donc affaire à une nouvelle menace, Vecna. Une entité ayant pour capacité de plonger ses victimes dans des cauchemars traumatisants qui au final leur seront mortels. Exactement dans la même veine que Freddy Krueger. De son côté, Joyce apprend que Hooper n'est pas mort mais en fait piégé dans un goulag en Russie. Et si, hein, vous regardez toujours Stranger Things, je vous rassure. Du coup, elle et Murray décident de se rejoindre et de partir le sauver. Mike lui vient d'arriver et est bien décidé à passer de bonnes vacances avec 11. Sauf que celle-ci va totalement péter un câble et casser une de ses harceleuses. Ce qui va lui valoir un petit séjour au poste. Mais elle sera finalement réquisitionnée pour participer à un programme scientifique ayant pour objectif de lui faire retrouver ses pouvoirs. Hawkins c'est un peu la dé puisque Max va se rendre compte que c'est la prochaine sur la liste de Vecna. Elle s'endort, se retrouve dans le monde des rêves, voit son ravisseur et commence à s'envoler. Heureusement les garçons trouvent un moyen de la ramener dans notre monde, la musique. En écoutant un morceau qu'elle adore, Max parvient à retrouver la raison et à se réveiller. En vrai, heureusement c'est les années 80 parce que j'imagine pas la gueule de Vecna avec les musiques actuelles. Cuisine du Petra, cuisine du Petra, cuisine du Petra. Roule sur les zébras, Hein? roule sur les zébras, roule sur les zébras. J'ai dit calage est chargé, calage est chargé, calage est chargé. En Russie, Joyce et Murray arrivent au goulag. Oui. Winona Ryder au goulag, c'est juste ça suffit à me faire rire. Murray se fait passer pour un russe et fait semblant de ramener sa collègue considérée comme un criminel auprès du glorieux régime communiste soviétique. Ils vont assister à une sorte de combat durant lequel des traîtres vont devoir affronter un démogorgon et parmi eux se trouve Hooper qui a réussi à s'enfuir et à retrouver sa bien-aimée. Ils vont ensuite libérer la bête qui va faire un carnage et tomber sur une sorte de labo d'expériences plutôt chelou ils sont menés. Quant à 11, elle se remémore plusieurs de ses souvenirs dont un en particulier qui est très important. On y rencontre 11, le numéro 1 ayant des capacités psychiques assez puissantes. Un jour il va totalement péter un plomb et commettre un massacre au laboratoire. À ce moment-là, 11 va réussir à se débarrasser de lui en l'envoyant dans le monde à l'envers. Là-bas, il va muter et devenir le monstre qu'on connaît, j'ai nommé Vecna. C'était en fait ses origines. Juste après, on se retrouve ses pouvoirs et Mike, Will et Jonathan arrivent pile à ce moment-là, puis tout le monde se barre. Ah oui, et on a un plan pour tuer Vecna. En gros, Steve, Nancy et Robin partent dans le monde à l'envers avec pour objectif de carboniser le monstre pendant qu'il est AFK. Dustin et Eddie, eux, vont faire appât, mais ce dernier va se sacrifier pour sauver tout le monde. Max, elle, essaie de détourner l'attention de Vecna dans le monde des rêves jusqu'à ce que 11 les rejoigne. Débute alors un bon vieux 1v1 des familles. Elle réussit à faire battre le monstre en retraite, mais malheureusement son plan fonctionne quand même. En gros, Vecna avait pour objectif de tuer 4 personnes. À chaque kill, un portail s'ouvre et si 4 d'entre eux sont ouverts, une faille apparaît alors permettant au monde à l'envers de commencer à infecter notre réalité. Évidemment, lui son but c'est de pouvoir régner en tant que divinité. Et le truc c'est qu'il a réussi. Alors même si Max est bien amoché mais vivante et Hooper de retour, et on est quand même bien dans la merde. Et c'est comme ça que se termine cette saison. Bon, par contre, Netflix, la durée des épisodes, là, ça va. N'hésitez pas à faire encore plus long, surtout, hein. Non, enfin, parce que là, quand même, on parle d'une saison qui se prend tellement pas pour de la merde qu'elle se permet de nous lâcher des épisodes de plus d'une heure pour les plus courts. Bon, en réalité, on est plus sur du 1h10, 1h20, allons parfois même taper les 1h40 sans parler du final et de ces 2h20. 2h20 pour simplement reprendre la même formule que depuis le début de la série, et puis les 30 minutes de conclusion, là... C'est une dinguerie, j'ai l'impression d'être à la fin d'un arc de One Piece. Genre les vieux épisodes de merde après les gros combats où on voit juste les persos faire la fête et se reposer parce que visiblement on a que ça à foutre. Enfin, vous m'aurez compris, mes principales reproches à cette 4ème saison, c'est évidemment son rythme plus indigeste que jamais. Là où j'ai réussi sans trop de problèmes à me bouffer les saisons précédentes en une journée, celle-ci j'ai dû la taper en 2 jours, j'étais au bord de l'overdose, c'était atroce. Alors ça reste sympa hein, comme d'hab, mais faut se calmer. À côté de ça, même si on peut souligner la quasi-absence de certains personnages, ou en tout cas leur mise au second plan, c'est pas français ça si, comme Mike, Jonathan, etc. Je dois quand même reconnaître que les intrigues sont beaucoup plus intéressantes à suivre. Notamment c'est l'ennui RSS, là où dans la saison 3 ça m'avait un peu saoulé, ici c'était vraiment beaucoup mieux. On sent que Hooper est vraiment au fond du trou, il est à bout, et notamment ce dialogue que j'aime beaucoup. Et j'ai fait souffrir tous ceux que j'aime.
En fait, j'avais tort depuis tout ce temps. Je suis pas maudit. Je suis la bénédiction. Par contre, j'avoue que l'espèce d'arc entre Joyce et Murray, là, j'ai pas du tout accroché. Oh, et puis par pitié, et ça, c'est vraiment le truc qui me gave le plus dans Stranger Things, la série n'a aucune couille. Elle se contente juste de réutiliser la même formule saison après saison et ne prend aucun risque, hein, je pense que vous l'aurez remarqué d'ailleurs, mais les persos sont invincibles. Ils arrivent toujours à se sortir de n'importe quelle situation. Et c'est un gros problème, parce que par conséquent, on n'a pas peur pour les personnages, on s'en fout, on sait que dans tous les cas, ils vont trouver une échappatoire. Par exemple, Nancy, moi à ce moment-là, je me suis dit, bah ça y est, elle est cook. Tu sais désormais par où je suis passé. Alors, j'ai terriblement envie de te montrer où je vais à présent. Mais bon, à Skip, Vecna il avait autre chose à foutre, hein, je sais pas. Hooper, pareil, dans la saison 3, tu te dis, oh non, le pauvre c'est grave triste et touchant, et dans la saison 4... Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Max, exactement pareil, à la fin j'étais carrément choqué, je me suis dit que la série avait enfin les couilles de tuer un perso important, et... Ah, et me sortez pas l'excuse de oui, mais elle est entre la vie et la mort, hein. Parce qu'on sait tous qu'ils vont trouver un moyen de la ressusciter, hein, sinon ça sert à rien de garder un perso dans cet état-là. Et de manière générale, j'ai trouvé la saison sympa, mais sans plus. C'est divertissant, mais franchement, ça va pas plus loin. Ah ouais, la CGI là par contre, non. Et Vecna, justement, tout le monde m'en parlait comme le perso incontournable. À chaque fois que je disais à un pote que je regardais Stranger Things, il y avait toujours cette phrase qui revenait. Le fameux je te resserre un verre. Non, je rigole, c'est le fameux ah ouais, donc t'as pas encore vu Vecna. Et Verdict, c'est cool, mais ça manque d'un truc. Bon, déjà, ça saute aux yeux, mais il est clairement inspiré de Freddy Krueger, hein. Si, je vous jure. Les deux attaquent leurs victimes dans le monde des rêves, à la différence près que Vecna, lui, il attend pas qu'on s'endorme, hein. Il a pas de temps à perdre. Et j'ai envie de dire encore heureux parce que vu la durée de la saison, il ne manquerait plus qu'il commence à prendre son temps. Bref, les deux jouent énormément sur le côté psychologique, en utilisant notamment les traumatismes passés pour torturer des gens. Tous les deux étaient des enfoirés de leur vivant, d'un côté un tueur d'enfants, de l'autre un tueur de gens. Et enfin, tous les deux ne ciblent que des adolescents. Et encore, l'hommage au tueur aux griffes d'acier ne s'arrête pas là. Puisqu'on peut noter qu'une des mains de Vecna a été conçue pour rappeler le gant de vous savez qui, plus on a aussi le droit à un très bon caméo de Robert Englund lui-même. Détrompez-vous. Je suis bel et bien dans les ténèbres de l'enfer. Et même la mise en scène semble vouer un culte aux griffes de la nuit. Que ce soit dans le rythme, l'horreur ou encore avec le son, en témoignent les petites notes de musique là. Ah, y a vraiment un moment où j'avais l'impression de regarder A Nightmare on Elm Street. C'est pas pour me déplaire. Après avoir été envoyé dans le monde à l'envers, Henry a décidé de devenir un explorateur. Son but, découvrir une dimension n'ayant pas encore été gâchée et ravagée par les êtres humains. Une dimension remplie de créatures inconnues, mais surtout d'une entité qu'il va façonner comme une araignée et surtout qu'il va utiliser comme une sorte d'extension de son pouvoir. Vecna, lui, il est entre guillemets au sommet de la pyramide et il utilise le flagelleur mental comme une sorte de général pour faire simple. Et étant donné que le flagelleur peut contrôler des démos-chiens, bah... ça nous fait une sacrée armée à disposition. Bon, perso, je vous mens pas, je suis pas trop fan du délire, hein. Genre un humain qui arrive dans un autre monde et qui devient le maître de celui-ci... Enfin, j'abuse un peu, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Faire d'une créature Lovecraftienne un véritable petit chien pour un être humain, je trouve ça tellement dommage. En tout cas, GG à Vecna d'avoir réussi son plan. Je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont en faire dans la prochaine saison. Et c'est ainsi qu'on arrive à la fin de cette découverte slash rétrospective de la série Stranger Things. Et pour conclure, bah c'est sympa, mais sans plus. En réalité, en regardant, je m'attendais pas à un truc de ouf et j'ai donc pas été spécialement déçu. Je m'attendais à des intrigues entre adolescents un peu clichés et kitsch, et c'est un petit peu le cas. Mais force est de constater que c'est pas si dérangeant en vrai. Je suis venu pour voir la gueule de la mythologie, j'en suis satisfait, mais ça s'arrête là. Honnêtement, je suis pas spécialement hype pour la saison 5, mais j'avoue que je reste quand même très curieux de voir la suite. Alors on se dit rendez-vous le 27 pour enfin voir la conclusion à tout ce bordel. Et pour ceux qui se demandent, la vidéo Resident Evil, elle arrive. Bon allez, sur ce, j'ai pioncé.